ce cours-ci, ce que je vais faire, c'est une analyse du problème de Riemann, donc on va voir ce que c'est, pour le modèle de Saint-Venant qu'on a vu la dernière fois. Donc un petit rappel, le modèle de Saint-Venant, qu'est-ce que c'est? C'est un modèle qui décrit, qui a deux inconnues. La première inconnue, ça va être la hauteur d'eau de mon fluide, de ma couche de fluide, de mon épaisseur d'eau. Et ma deuxième inconnue, ça va être U bar ici, qui est la vitesse moyenne dans la colonne d'eau. D'accord? Donc là, j'ai un tout petit peu simplifié, enfin j'ai quand même pas mal simplifié par rapport à la dernière fois. Je me suis placé en 1D, donc on voit que les dérivés avant, les opérateurs nabla, maintenant c'est simplement des dérivés par rapport à x, donc c'est quand même plus simple. Et je me suis aussi placé sur un fond plat. Donc B, ce que j'avais noté B avant, disparaît puisqu'il n'apparaissait que des gradients de B, des dérivés de B. Et du coup, comme je suppose qu'il est constant, il disparaît entièrement. Alors, le premier avantage de cette forme-là, qui est plus simple, c'est que j'ai plus de termes non conservatifs. Je peux tout écrire sous la forme d'un flux ici, et donc ma quantité de mouvement est conservée. Donc, c'est une loi de conservation maintenant, ma quantité de mouvement. Et ça va être très très important pour l'étude que je vais faire. Une première partie, je vais faire une petite remarque à un moment, parce qu'une première partie est faisable même avec une bathymétrie, avec un B non constant, mais la deuxième partie est pas faisable, ou plus compliqué. Voilà. Alors, d'abord, dans ce genre de problème, ce qu'on fait, c'est qu'on va regarder si le problème est dit hyperbolique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un problème hyperbolique? C'est quand on a un problème de la forme dt de w, w étant un vecteur de Rn, donc un vecteur à un certain nombre de composantes. Toutes les composantes sont des fonctions de l'espace et du temps, hein, mais c'est quand même une composante. Donc, dt de w plus une matrice fois la dérivée dans l'espace de W. Donc il peut y avoir une somme sur les directions de l'espace, mais là je vais simplifier, je vais considérer qu'une seule direction de l'espace. Donc dt de W plus une certaine matrice qui dépend de W fois la dérivée de W est égale à 0. Pour ce genre de problème, dit du premier ordre et sous forme non conservative, ce problème est hyperbolique si et seulement si les valeurs propres de la matrice A sont toutes réelles. Et même, en fait, généralement, on a besoin qu'elles soient strictement hyperboliques, et ça veut dire qu'en plus, ces valeurs propres sont toutes différentes. Alors, ce n'est pas nécessaire, mais c'est généralement beaucoup plus agréable. Alors, donc nous, on va commencer par réécrire le problème de Saint-Venant sous cette forme non conservative. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, on prend nos inconnus. Donc, la première équation, on la reconnaît un peu ici. Donc, c'est dt de h plus, normalement, c'était dx de h fois u. Et donc, h fois u, on nous dit que c'est u dxh plus h dxu. D'accord? Et ça, sous la forme matricielle, ça nous donne dt de h, la première inconnue, fois la première ligne de la matrice qui est UH, qui tape sur le vecteur dx, h et u. OK? Donc je fais la même chose pour la deuxième équation. Donc si je regarde la deuxième équation sous forme non conservative, on n'avait que dt de u plus g dxh plus u dxu est égal à 0. Et du coup, ça va nous donner sous forme matricielle dtu plus la deuxième ligne de la matrice gu qui tape sur le vecteur dx de hu. OK? Donc j'ai écrit ma matrice, très bien, et maintenant je vais regarder les valeurs propres de cette matrice. Pour regarder les valeurs propres de cette matrice, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde le polynôme, les racines du polynôme déterminant de ma matrice, moins l'identité fois lambda, et donc c'est les valeurs propres dans la variable lambda. Ici, c'est assez trivial, hein, ce déterminant, c'est u moins lambda carré, donc c'est une formule de Cramer, hein, u moins lambda carré moins g fois h, d'accord? Et ça, en fait, si on met égal à 0, on a tout de suite que u moins lambda est égal à plus ou moins racine de gh, et donc lambda est égal à u plus ou moins racine de gh. D'accord? Alors, je vais faire une petite remarque ici aussi. On avait dit au dernier cours que le problème était invariant par translation, c'est-à-dire que si j'ajoutais une constante c à ma vitesse u, j'avais en gros invariance des solutions. Ça, c'est une propriété qu'on voit aussi au niveau des valeurs propres. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, j'ai forcément ce U au niveau des valeurs propres qui est tout seul, isolé, et qui est linéaire. C'est forcément U plus une fonction de H. D'accord? Ça traduit vraiment le fait que j'ai une invariance galiléenne. OK? Et voilà. Donc, je vais aller un tout petit peu plus loin, je vais aussi calculer. Donc là, avec ça, j'ai déjà que mes valeurs propres sont réelles.
et du coup j'ai l'hyperbolicité, même la stricte hyperbolicité. Je vais aller un tout petit peu plus loin pour la suite de mon problème, je vais aller calculer les vecteurs propres de la matrice A. Donc les vecteurs propres, c'est les vecteurs R tels que A fois A appliqué à R est égal à lambda R, donc c'est lambda étant la valeur propre que j'ai calculée, donc ça veut dire que c'est le vecteur qui reste, quand on lui applique, qui reste aligné à son image. D'accord? Donc ça, il suffit de faire un petit calcul pour le faire, pour les calculer. Donc j'ai la matrice U, H, G, U qui tape du coup sur mon vecteur R. Mon vecteur R, on voit ici, si je multiplie par une constante, je ne vais rien changer. Donc il est défini en fait uniquement à une constante près. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux fixer une de ces composantes à 1. OK? Donc je vais par exemple prendre le premier élément de mon vecteur à 1 et le deuxième, je le garde comme inconnu, je le note grand X. Ça va être égal à lambda, donc U plus ou moins racine de GH, fois mon vecteur 1x. D'accord? Donc je regarde ma première ligne, ça va me donner U bar plus x fois h est égal à ma ligne U plus ou moins racine de GH. D'accord? Donc les U vont se simplifier. Et là, j'ai tout de suite, donc je divise par H, et j'ai tout de suite que X est égal à G racine de G sur H. Plus ou moins racine de G sur H. OK? Voilà, donc c'est un calcul, je ne l'ai pas fait au niveau des slides, mais c'est un calcul qui est assez facile à faire en général. Alors maintenant, à quoi ça me sert d'avoir ces valeurs propres? Quelle est l'interprétation que je peux faire de ces valeurs propres? Donc ce que je fais, donc il faut comprendre l'hyperbolicité comme le fait qu'il y a des informations, une information qui va se déplacer à la vitesse lambda. Lambda, la valeur propre, en fait, c'est une vitesse de propagation d'une certaine information. Et pour faire ça, en fait, ce qu'on peut, pour s'en rendre compte, ce qu'on peut faire, c'est si on considère une solution de la forme W de Tx, on considère que c'est la forme d'un vecteur V qui dépend uniquement d'une seule variable xi, qui elle-même dépend de t et de x. D'accord? Si je fais ça et que je l'intègre dans mon équation, donc 0 est égal à mon équation sur W, je dérive W par rapport à t, ça me donne V' fois dt de xi, plus A fois ma matrice, toujours, V' fois dx de xi. D'accord? Et en faisant ça, en fait, du coup, ici, je vais diviser par dx de xi, cette deuxième équation, et je vois apparaître que A fois mon vecteur V' est égal à moins un certain coefficient fois le même vecteur V'. Et ça me dit quoi? Ça me dit qu'en fait, V' est un vecteur propre, okay, et que dt de xi sur dx de xi, enfin moins dt de xi sur dx de xi, est une valeur propre. D'accord? Et si c'est une valeur propre, en fait, ça veut dire que je peux écrire l'équation dt de xi plus lambda de quelque chose de compliqué en xi, dx de xi est égal à 0. Et donc ça, on voit, maintenant c'est du scalaire, c'est plus une équation vectorielle. Donc on voit que cette équation-là, en fait, elle me dit que xi est bien une information qui va se déplacer à la vitesse lambda. OK? Alors, donc c'est une équation de transport, mais non linéaire. Ma vitesse, elle dépend de manière complexe de xi. Alors ça, j'en déduis quoi? J'en déduis qu'en fait, j'ai une information qui va se déplacer à la vitesse de mes valeurs propres, et du coup, vont être des droites dans l'espace-temps, vont être des droites de pente lambda. OK? Alors, ça, c'est bien parce que ça me permet, avec le théorème du transport, pour des solutions régulières, d'aller chercher en tout point ma solution au pied de cette caractéristique et d'en déduire la valeur de xi n'importe où dans l'espace, et donc en faisant ce calcul pour tous les xi possibles, reconstruire ma solution pour des solutions régulières. Alors, donc une autre propriété, c'est de dire que du coup, si j'ai une solution, alors c'est qu'il existe des solutions autosimilaires. Qu'est-ce que c'est une solution autosimilaire? C'est une solution qui, pour tout L positif, en fait, on peut dézoomer, on peut zoomer et dézoomer. C'est-à-dire que si on connaît la solution W à un temps t différent de 0 et une position x,
En fait, comme on a cette égalité pour tout L, on va pouvoir choisir le L qui va nous donner le bon temps et reconstruire toute notre solution à n'importe quel temps. Donc il suffit de connaître la solution en un temps différent de 0 pour avoir la solution en tout temps. D'accord? Donc en fait, c'est un problème assez simple. Le problème de ces solutions autosimilaires, c'est que ça doit être vrai aussi en condition initiale. Et la seule solution autosimilaire en condition initiale, donc pour t égale à 0, c'est la solution qui, à tout x, en fait, est constante pour tout x avec des L positifs. Donc ça veut dire qu'en fait, à gauche de 0, vous avez la même solution partout, et à droite de 0, vous avez la même solution partout. D'accord? Donc, on va se poser pour une solution qui, quand je regarde l'espace, si je regarde ce point-là, je peux, pour un L près, le ramener à une position qui est, par exemple, à une distance de référence 1, quelle que soit la position que j'étais avant. Et pareil à droite, enfin moins 1, quel que soit le point que je prends, je peux le ramener à ce point-là. Donc ça veut dire qu'en fait, tous les points qui sont à droite de mon axe ont la même valeur, et tous les points qui sont à gauche de mon axe ont la même valeur. OK ? Donc c'est une solution très particulière qui est la seule en fait, solution condition initiale autosimilaire, et c'est ce qu'on appelle le problème de Riemann, c'est-à-dire une solution qui a un état constant à droite et un état constant à gauche. D'accord ? Voilà. Alors, donc ce que j'ai dit, c'est que sur ces solutions-là, en fait, il suffirait de tracer les caractéristiques, aller au pied de la caractéristique et en déduire ma solution. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai parce que cette réflexion, elle est vraie tant que les caractéristiques ne se coupent pas. Donc là, on voit, par exemple, pour une solution assez simple, pour une équation de Burgers, donc scalaire, avec un flux qui est non linéaire. Donc là, si je le développe, ça va me donner dtu plus u dxu égale à 0. D'accord ? Donc ça veut dire que j'ai simplement une valeur propre qui est u. Donc plus mon inconnue est grande, plus je vais me déplacer vite. Donc si je regarde une gaussienne comme ça, le point du haut, il va se déplacer plus vite vers la droite. Donc ça va me donner des caractéristiques qui ont cette tête-là. Les points vont se déplacer plus vite et après moins vite. Et il va y avoir un temps à partir duquel les caractéristiques vont se croiser. Et en ce point-là, si je remonte la caractéristique à gauche et si je remonte la caractéristique à droite, ça ne me donne plus la même solution. Donc je ne peux plus considérer que ma solution elle est donnée par les caractéristiques. Alors il y a un autre cas qu'on va voir juste après. Ah, super. Est-ce que ça marche? Voilà. Donc typiquement, c'est le genre de truc qu'on voit apparaître. Donc ma condition initiale, elle se déplace plus vite en haut qu'en bas, jusqu'à un instant où j'ai un front raide, une discontinuité, et à partir de ce front raide, je ne sais plus décrire avec les caractéristiques ma solution. Et donc voilà, la solution, a priori, elle décroît comme ça, mais ça, on n'en est pas encore là. Donc pour aller plus loin, j'ai besoin d'étudier la nature des ondes, donc c'est-à-dire les différents cas. Soit les ondes vont rester bien parallèles les unes à côté des autres, et là je vais pouvoir faire les caractéristiques. Soit c'est ce qu'on appelle le cas linéairement dégénéré. Donc voilà, ça c'est ma condition initiale. Vous avez un état à gauche en bleu, un état à droite en rouge. Vous avez la vitesse qui est la vitesse de l'onde qui est dessinée en noir. Comme ça reste bien parallèle, à tout instant, je vais avoir mon état à gauche qui va pouvoir être défini par le pied de sa caractéristique. Après, vous avez des cas où la valeur propre à gauche va moins vite que la valeur propre à droite. Et là, en fait, on peut encore faire les caractéristiques. Donc, c'est-à-dire dans la partie à gauche de mon onde qui va se déplacer à moins lambda L, je vais pouvoir définir tout mon état en remontant les caractéristiques. Pareil à droite. Par contre, il reste quelque chose que je ne sais pas encore déterminer qui est au milieu de ce cône. Donc, ce qu'on appelle l'éventail des détentes, en anglais fan, fan of rarefaction. Donc, il va falloir définir notre état à l'intérieur de cette valeur propre. Et vous avez le dernier cas, qui est le cas choc, où là, en fait, les valeurs propres à gauche vont plus vite que les valeurs propres à droite, et la vitesse du choc au milieu, donc elle est encadrée par ces deux valeurs propres. Et du coup, là, les valeurs propres vont taper, les caractéristiques vont se rencontrer les unes les autres, et du coup, en ce point-là, je ne sais pas quelle caractéristique prendre, quelle direction prendre. Ah tiens, ça passe tout seul. Voilà, donc, comment on fait pour
pour caractériser ces différents types d'ondes, en fait, on va regarder le produit entre la dérivée de la valeur propre par rapport aux variables fois le vecteur propre associé. Alors ça, il faut prendre un tout petit peu de temps pour comprendre pourquoi est-ce qu'on regarde ce produit-là. Donc ce qu'on veut regarder, en fait, c'est comment la valeur propre évolue avec une variation de l'inconnu. D'accord ? Donc je fais varier un peu W et je veux voir, donc entre la gauche et la droite, et je veux voir si ma valeur propre, elle est constante, elle ne bouge pas, ou elle évolue. Ici, elle va être croissante, par exemple, et ici, elle va être décroissante, l'évolution de la valeur propre. D'accord ? Mais alors ça, c'est dans le sens où si je fais la dérivée de ma valeur propre par rapport à mes variables, là, j'ai un vecteur entier. Et si j'ai ça, en fait, je vais regarder l'ensemble des directions, pour l'ensemble de mes directions, comment évolue ma valeur propre. Moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si ma valeur propre reste valeur propre, en fait. Donc, ce que j'ai besoin de savoir, c'est si ma valeur propre, dans la direction du vecteur R, reste valeur propre. C'est-à-dire que la valeur propre et son vecteur propre restent bien associés quand je traverse ma discontinuité. Les autres directions, elles peuvent changer, c'est pas très grave. D'accord ? Et du coup, c'est bien ce que raconte ce produit-là. En fait, ça, on peut le comprendre comme la dérivée par rapport à mon vecteur propre de ma valeur propre. D'accord ? Du coup, si cette dérivée, elle est nulle, ça veut dire que ma valeur propre n'évolue pas. En fait, ma valeur propre reste valeur propre d'un côté et de l'autre de ma discontinuité. Et je vais bien avoir un cas qu'on appelle linéairement dégénéré, c'est-à-dire qu'à gauche et à droite, j'ai bien des droites qui sont parallèles. Ensuite, j'ai le cas, ce qu'on appelle vraiment non linéaire, genuinely non linéaire. Donc ça, c'est quand le produit est toujours différent de 0. Donc c'est les cas des détentes, où là, j'ai quelque chose qui est toujours positif, et où le cas des chocs, quelque chose qui est toujours négatif. Du coup, cette chose-là, ces deux cas-là ne suffisent pas à encadrer l'ensemble des cas. Il peut y avoir des cas où, pour certains W, je suis négatif, et pour certains W, je vais être nul. D'accord ? Donc ça, c'est des cas assez compliqués où l'onde va typiquement faire une raréfaction et d'un seul coup va changer pour une discontinuité de contact. C'est des cas qui apparaissent uniquement pour des problèmes physiques très compliqués, et du coup, on ne va pas les regarder ici. Mais il faut savoir que ça existe. Alors du coup, on va appliquer ça au problème de Saint-Venant. Et qu'est-ce qu'on fait ? On va commencer par regarder la dérivée de ma valeur propre par rapport à mes variables W. Donc, c'est-à-dire la dérivée par rapport à H de ma valeur propre, U plus ou moins racine de GH. Bon, ça, c'est plus ou moins 1/2 de racine de G sur H. Et pareil, la dérivée par rapport à U de U plus ou moins racine de GH, ça, c'est 1. Facile. Et du coup, ce vecteur-là, je fais son produit scalaire par rapport au vecteur propre que j'ai déjà déterminé, qui est 1 plus ou moins racine de GH. Et si je fais ce calcul-là, ça me donne 3/2 de racine de GH, plus ou moins 3/2 de racine de GH. Ça, c'est toujours différent de 0, d'accord, par définition. Alors, le cas H égale 0, il est à exclure, déjà. Ça se voit, on le voit ici que je suis hors de mon cas quand j'ai H égale 0. D'accord ? Donc je vais considérer que les cas H positifs, strictement, qui sont les cas physiques. Ce qu'on appelle les cas physiques. Alors maintenant, donc pour le problème de Saint-Venant, ça me dit que pour le problème de Saint-Venant, je suis toujours non linéaire. Ça veut dire que mes ondes dans le problème de Saint-Venant 1D sont soit des détentes, soit des chocs. OK ? Mais je ne sais pas encore si c'est des... Enfin, c'est même pas que je ne sais pas si c'est des détentes ou des chocs, c'est que pour certaines conditions, je vais avoir des détentes, pour certaines conditions, je vais avoir des chocs. Donc il faut que j'étudie les deux cas. Alors je vais commencer par étudier les détentes. D'accord ? Donc une détente, c'est comme ce que j'avais dessiné avant là. Donc c'est un cas où j'ai mon onde calculée, donc là j'ai WL, mon onde calculée avec l'inconnu WL, donc c'est U moins, si je regarde l'onde à gauche, U moins racine de GHL, qui va être plus petit que l'état pris à droite
alors à droite, ça ne veut pas dire l'état initial, hein. Je vais avoir une autre onde ici. Donc là, il va y avoir un état intermédiaire que je noterai plus tard W étoile. Et du coup, cette onde-là, elle est plus grande que U étoile moins racine de GH étoile. D'accord? Donc je suis dans ce cas-là. Alors dans ce cas-là, ce que je vais chercher à faire, ce que je sais, c'est que ma solution, là, je vais chercher à reconstruire une solution continue à travers ce fan. Je vais chercher à avoir quelque chose de continu. Donc si je suis continu, je peux faire tout ce que j'ai fait avant au sens des dérivés. Donc ce que je vais faire, c'est chercher des quantités qui dépendent de W, qui sont invariantes à travers mon onde. D'accord? Donc ça, c'est exactement le même produit qu'il y avait pour les valeurs propres. Cette fois, ce n'est pas la valeur propre qui... Je sais que ma valeur propre, elle change à travers mon onde, mais je vais chercher des quantités qui ne sont pas modifiées à travers l'onde, qui sont pareilles à gauche et à droite de l'onde. D'accord? Donc je cherche le phi tel qu'on est ça. Et donc les phi qui vérifient ça sont appelés les invariants de Riemann. Alors pour Saint-Venant, il suffit de faire le calcul. Donc dH de phi, phi c'est mon inconnu, hein, dH de phi et du de phi qui se tapent sur 1 plus ou moins racine de GH, ça me donne dH phi plus ou moins racine de GH du de phi. D'accord? Donc comme avant pour le calcul des vecteurs propres, en fait ça c'est défini à une constante près. Puisque comme g égale à 0, si je multiplie ce vecteur par une constante différente de 0, ça reste vrai. Donc je peux fixer un de mes deux paramètres dans ce vecteur ici. Donc par exemple, là le plus facile, ça va être de fixer le dH de phi. Je vais fixer dH de phi est égal à 1. Et du coup, du de phi est égal à 1. Et du coup, dH de phi est égal à plus ou moins racine de g sur h. On est d'accord? Alors c'est moins plus d'ailleurs, c'est moins plus. Ça, j'ai changé de signe ici. Et du coup, phi, alors là j'ai moins plus aussi, moins plus. Phi va être égal à U, donc ça je prends la première variable. Si du de phi est égal à 1, ça veut dire que phi est égal à 1 plus ou moins, enfin plus une constante qui ne dépend que de h. D'accord? De la même manière, la deuxième variable me dit que phi est égal à moins plus racine de GH, il doit y avoir un 2 racines de GH, plus une constante qui ne dépend que de U. D'accord? Si je fais la combinaison de ces deux estimations de phi, forcément, phi est égal à U plus ou moins 2 racines de GH. Alors là, il y a le 2 qui manque. Hein. Excusez-moi. Voilà, et du coup, on a que les invariants de Riemann, enfin là, ici j'en ai qu'un invariant de Riemann par onde, puisque j'ai que 2 ondes, mais si j'avais plus d'inconnus, j'aurais plus d'invariants de Riemann. Pour des choses qui sont bien strictement hyperboliques, ce que je vais avoir, c'est n-1 invariant de Riemann à chaque onde, n étant le nombre d'inconnus dans mon vecteur. OK? Et du coup, pour la lambda L détente, mon invariant de Riemann va être plus U plus 2 racines de GH. Et pour le lambda plus détente, mon invariant de Riemann va être U moins 2 racines de GH. Alors, ce qui va m'intéresser maintenant, ça va être l'ensemble des états que je peux obtenir quand je traverse une détente. Alors ici, une lambda L détente, donc c'est la détente à gauche, sachant que je connais l'état à droite, l'état à gauche. Donc je me donne un état à gauche, alors je ne sais pas pourquoi je l'ai appelé U ici, mais WL qui est UL, HL, UL, ça c'est des données maintenant, et je cherche à savoir quels sont les états que je peux atteindre en supposant que j'ai une lambda moins détente. D'accord ? Donc ça, en fait, c'est j'utilise le fait que l'invariant de Riemann est constant à travers les détentes, et ça me dit que U étoile plus racine de GH étoile est égal à UL plus 2 racine de GHL. Je passe le H étoile à gauche, et je vais avoir U étoile comme une fonction paramétrée par H. Donc ça, faut comprendre ça comme U étoile est une fonction de H étoile, si vous voulez. D'accord?
Et par contre, ce qui est plus compliqué à voir, c'est que H étoile doit forcément être plus petit que HL. Alors ça, en fait, ça vient du fait que les valeurs propres sont organisées, c'est-à-dire que la valeur propre calculée sur l'état W étoile est plus petite que la valeur propre calculée pour l'état W. Non, la valeur propre calculée pour l'état WL est plus petite que la valeur propre calculée pour l'état W étoile. Donc ça, c'est le critère de l'axe, donc le fait que les valeurs propres sont organisées de cette manière-là. Si je lui retire la vitesse à cette expression, je lui retire la vitesse de l'onde. Donc c'est-à-dire la vitesse de l'onde, c'est sigma, une constante dans tout le monde domaine, qui est définie par H étoile U étoile moins HL UL divisé par H étoile U étoile. Donc si je lui retire ça, comme j'ai une invariance par translation, ça ne me change pas mon problème. Hein. Et du coup, je vais avoir que W étoile va être plus petit que, W étoile, ma valeur propre à gauche va être strictement négative et ma valeur propre à droite va être strictement positive dans ce référentiel-là. Ok ? Donc dans ce référentiel, on n'a que cette quantité qui est en fait le débit est constant. Ça, c'est l'équation de la conservation de la masse qui le donne. Et donc c'est le même H étoile W étoile est égal à HL WL. Et du coup, en fait, ça me permet, en multipliant à gauche par HL et à droite par HL étoile, de faire apparaître une inégalité qui me permet de dire que HL, donc là je regarde ce côté-là, je multiplie par HL, je vais avoir Q moins HL étoile racine de GHL, donc ce terme-là qui va être plus grand que 0, et du coup en passant le Q à gauche, je vais avoir que H étoile racine de GH étoile est plus petit que Q. Et de la même manière, si je regarde le terme à droite, je vais avoir Q moins HL racine de GHL plus petit que Q, et si je passe Q de l'autre côté, je vais avoir Q plus petit que HL racine de GHL. Et maintenant, si cette fonction H racine de GH, elle est strictement croissante, et ça, du coup, de cette inégalité, j'en déduis que H étoile est strictement plus petit que HL. OK ? Voilà, donc ça me dit que l'ensemble des états admissibles à travers une lambda moins détente, c'est l'ensemble des U étoiles paramétrées par H étoile de cette forme-ci, et avec H étoile plus petit que HL. Si je fais la même chose pour l'ensemble des états qui sont admissibles à travers une lambda plus détente, je vais obtenir le même résultat à des signes près, puisqu'on a vu que la valeur propre et les vecteurs propres, etc., avaient des signes qui changeaient. Et du coup, ce que j'ai juste, vous pouvez le faire en exercice, j'ai juste le signe devant mon produit là qui change. Maintenant, je vais regarder des chocs, les chocs isolés. Alors, qu'est-ce que c'est un choc ? Un choc, cette fois, c'est vraiment plus une solution continue. C'est vraiment une discontinuité. Alors, quand je dis que je regarde un choc isolé, ça veut dire que je regarde un état constant qui va avec une discontinuité vers un autre état constant, et cette discontinuité, elle se propage à la vitesse sigma. Cette vitesse sigma, c'est elle-même une inconnue. Hein. D'accord ? Je ne connais pas la vitesse à laquelle se déplace le choc. Donc ça, pour étudier cette chose-là, on va faire appel à ce qu'on appelle les conditions de Rankine-Hugoniot. Alors, comment on obtient les conditions de Rankine-Hugoniot ? Ça, il suffit de s'apercevoir que ce type de solution, c'est une solution autosimilaire. C'est une solution à gauche qui, à n'importe quel temps, en fait, peut être déterminée par rapport à sa condition initiale. Si je prends cette solution dans un temps qui est 2 fois plus grand, je vais obtenir simplement qu'elle est allée 2 fois plus loin, si vous voulez. Donc ça veut dire que W, c'est même une travelling wave, donc c'est W de t et de x est égal à W de x moins sigma t. Donc c'est simplement la condition initiale qui est déplacée à la vitesse sigma. Du coup, si j'injecte cette forme de solution dans l'équation hyperbolique, je vais avoir la dérivée par rapport au temps, ça va me donner moins sigma W', et plus, alors là j'ai écrit F', mais c'est plutôt, normalement c'est F'.
vu entièrement comme une fonction d'une seule variable. Et ce terme-là, si je l'intègre, donc vu comme une fonction de l'espace, si vous voulez, si je l'intègre autour de la discontinuité, d'accord, je vais avoir, du coup, si j'intègre moins sigma w plus w' plus s', donc ça, je vais dire que c'est du dx. dx est égal à 0 en x étoile moins epsilon x étoile plus epsilon. X étoile va être, dans ce que je viens de dire, là, x étoile, c'est la position de mon choc. Donc un petit peu à gauche et un petit peu à droite de mon choc. Je vais avoir le premier terme, c'est pas 0, pardon. Le premier terme, c'est moins sigma, du coup, w, le saut de w en x étoile moins epsilon x étoile plus epsilon, plus f en x étoile moins epsilon x étoile plus epsilon. Et du coup, si, c'est égal à 0, pardon. Et du coup, j'ai bien que sigma fois le saut de w est égal au saut de f. OK? Donc, mis sous une formule plus classique, on va dire, c'est w fois w juste à droite du choc, moins w juste à gauche du choc, est égal au f de w juste à droite du choc, moins f de w juste à gauche du choc. OK? Donc ça, maintenant, si je l'applique, encore une fois, au problème de Saint-Venant, j'ai deux équations. La première qui est le saut sur la quantité de masse, sur l'équation de la masse, et la deuxième, le saut sur l'équation de quantité de mouvement. Encore une fois, là, on peut voir, si je me remets dans le référentiel du choc, c'est-à-dire que si je pose W est égal à U moins sigma, on peut voir que les équations, ça fait un choc stationnaire, ça fait simplement disparaître le terme de droite. Donc c'est H fois W à gauche est égal à H fois W à droite. Et ici, le flux avec pris en W est égal à gauche est égal au flux pris en W à droite. Cette propriété-là, encore une fois, elle est fortement liée au fait qu'on a une invariance par translation. Donc maintenant, si je regarde les états admissibles à travers un choc, donc c'est exactement la même chose que ce que j'ai fait pour les détentes. Je suppose que je connais mon état à gauche du choc, d'accord, et je vais regarder l'ensemble des états que je peux atteindre à droite d'un lambda moins choc. Alors, donc là, vous voyez, l'expression, elle est un peu moins évidente. Alors, pourquoi? Donc, si je prends la définition des chocs d'après la condition de l'axe, ce que j'ai, c'est que ma valeur propre à gauche du choc va être, ma valeur propre à droite du choc va être plus petite que la vitesse du choc et plus petite que la valeur propre à gauche du choc. D'accord? Donc ça, encore une fois, je me remets dans le référentiel du choc. Donc ça me fait W la valeur propre prise avec W cette fois est négative et la valeur propre W à gauche est positive. Je multiplie exactement comme précédemment, je multiplie à gauche par H étoile. Du coup, je vais avoir Q. Donc Q, c'est H fois W. Que je le prenne à gauche du choc ou à droite du choc, c'est conservé par la première condition de Rankine-Hugoniot. Et ce que je vais avoir, c'est que si je regarde uniquement l'inégalité à gauche, ici, je vais avoir Q plus petit que H étoile racine de G H étoile. Et si je le regarde à droite, je vais avoir Q plus grand que H L racine de G H L. D'accord? Alors, une remarque qui va me servir plus loin, c'est que comme le terme à droite, là, comme le terme à gauche, il est positif, que Q est plus grand que ce terme-là, nécessairement Q est positif. D'accord? Dans le référentiel du choc. Le flux qui traverse un choc dans le référentiel du choc est forcément positif. Et maintenant, par croissance de la fonction h racine de gh, exactement le même argument que tout à l'heure, ce que je vais avoir, c'est que du coup, hl va être plus petit que hl étoile. D'accord? Donc ça me donne ma première condition, hl étoile est plus grand que hl, qui est l'inverse que ce que j'avais pour une détente. Donc je suis content, comme ça j'ai l'ensemble des cas.
Et il me reste à déterminer U étoile, vu comme une fonction de HL étoile. Alors ça, je reprends ma première condition de Rankine-Hugoniot. J'ai que H, donc ça c'est W si vous voulez, HL UL moins sigma est égal à Q et la même chose en étoile. Ok, ça me permet d'écrire U, donc là j'ai simplement remis les Q, donc réorganiser mon équation, et je vais écrire, en fait ce qui va m'intéresser c'est le U étoile, ici, donc ça me fait apparaître U étoile est égal à UL moins Q fois le produit 1 sur HL moins 1 sur HL étoile. Donc ça, ok, c'est facile, mais j'ai toujours pas Q, en fait, j'ai toujours pas une expression pour Q. Donc je ne suis pas encore sorti j'ai pas encore conclu. Donc je regarde la deuxième condition de Rankine-Hugoniot dans le référentiel du choc, ok, ça me donne donc cette expression-là. Là, du coup, WL et WL étoile, en fait, c'est Q sur HL, ou Q sur HL étoile, ce qui va me donner une expression qui relie Q avec HL étoile. D'accord? Donc cette expression-là, en mettant en facteur les termes, je vais avoir Q carré facteur de 1 sur HL moins 1 sur HL étoile est égal à G sur 2 fois HL étoile carré moins HL carré. Et alors, donc là, il faut faire attention, j'ai bien tout mis les termes pour qu'ils soient positifs. C'est-à-dire que comme HL étoile est plus grand que HL, 1 sur HL moins 1 sur HL étoile est bien positif. De même, HL étoile carré moins HL est bien positif. D'accord? Donc tout est bien positif. Je sais que Q est bien positif. Du coup, je peux prendre la racine carrée de ce terme-là. Je connais le signe de Q. Et voilà, bah, très bien. Ça me donne, du coup, ça me donne la forme de Q. Et là, ce n'est pas un plus ou moins. Je sais que c'est plus, puisque je sais que Q est positif. D'accord? Donc maintenant, si je prends cette formule de Q et je l'injecte dans cette expression-là, je retrouve bien ma formule pour HL, pour UL, étoile. De la même manière, si je regarde les états admissibles à travers une lambda plus étoile, donc c'est-à-dire la valeur l'onde qui est à droite, je vais obtenir que le HR étoile, donc l'état admissible à travers l'onde à droite, le HR étoile est plus grand que HR et le UR étoile est une fonction de pareil paramétrée par HR, donc c'est la même, sauf que, encore une fois, vous avez vu, le signe ici a changé. C'est tout ce qui change. Donc pour obtenir ça, il suffit de refaire les mêmes calculs. Donc maintenant, je vais m'intéresser, donc là c'était des cas où les ondes sont un peu séparées. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est être capable de résoudre le problème global, entier. Donc ce que je vais m'intéresser, c'est à résoudre le problème de Riemann entier, c'est-à-dire mon équation avec une condition initiale où j'ai un état gauche constant, un état qui est constant à gauche du point 0 et un état qui est constant à droite de 0. Donc, ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est que cette condition initiale, elle est autosimilaire, c'est-à-dire que si je multiplie par n'importe quel L positif, je vais obtenir cette relation, forcément puisque mes états sont constants, et c'est la seule condition initiale autosimilaire. D'accord? Vous ne pouvez pas en avoir d'autres. Ce qui est intéressant, alors, ce que je vais chercher maintenant, c'est une solution de ce problème-là qui, elle aussi, est autosimilaire. Ça ne veut pas dire que c'est la seule possible, mais moi, je vais chercher la solution qui est autosimilaire. Donc c'est-à-dire une solution qui s'écrit W de Tx qui va s'écrire comme un V de x sur t. Donc cette fonction x sur t, là, c'est vraiment ça qui traduit le fait que je peux multiplier par un L quelconque et je vais toujours retracer mes états initiaux. Revenir sur mes états initiaux. Donc, bon, alors je commence par le théorème. Donc, j'ai une unique solution du problème de Riemann si j'ai que la différence de mes vitesses est plus petite que une certaine fonction de mes hauteurs d'eau. Alors ça, je vais expliquer un peu plus tard d'où ça vient. Mais si cette condition-là est satisfaite, j'ai une unique solution de mon problème de Riemann. Une unique solution autosimilaire de mon problème de Riemann. Alors comment ça marche? Donc j'ai dit, je sais déjà que j'ai une onde qui part à gauche, j'ai une onde qui part à droite, d'accord? U moins racine de GH, U plus racine de GH. J'ai un état constant à gauche de ma valeur propre à gauche. J'ai un état constant à droite de ma valeur propre à droite qui est défini par mes conditions initiales. Donc tout ça, je le connais déjà. Tout ce
cette partie du plan, je le connais, toute cette partie du plan, je le connais. Et ce qui va m'intéresser, c'est ce qui se passe au milieu, où je sais que j'ai un état constant, H étoile, U étoile. OK ? Donc, cet état constant, en fait, il est attaché à mon état à gauche par la lambda moins onde. Et cet état, c'est soit une détente, soit un choc, forcément. Donc, si H étoile est plus petit que HL, c'est une détente. Et U étoile va être paramétré par cette fonction. Si H étoile est plus grand que HL, j'ai un choc, elle est paramétrée par cette fonction. Du coup, je peux tracer dans le plan U étoile, H étoile, je peux tracer l'ensemble des fonctions admissibles qui se rattachent à mon état UL-HL. Donc en partant de UL-HL, ici, je vais pouvoir tracer en bleu qu'on appelle la courbe des détentes. Et ma solution va forcément être sur cette courbe. Et à droite, enfin, va forcément être, voilà, donc à droite, je vais tracer la courbe des chocs. Et ma solution est forcément sur la réunion de ces deux courbes. Elle est soit sur la partie choc, soit sur la partie détente. D'accord ? De même, si je regarde l'ensemble des états qui sont connectés à mon état à droite, je vais avoir, de la même manière, je vais avoir un HL plus petit que HR, j'ai une détente, à droite, hein, un H étoile plus grand que HR, pardon, ça c'est un HR, j'ai un choc, et du coup, je vais pouvoir tracer ma courbe de ma lambda R onde, qui va être la composition de mes courbes de détente et mes courbes de choc. D'accord ? Et ma solution, c'est l'intersection de ces deux courbes, puisqu'il faut qu'elles soient admissibles des deux côtés. Okay ? Donc il faut que j'ai une intersection de ces deux courbes. Alors l'avantage, c'est que si on regarde la courbe admissible, des états admissibles par la lambda moins onde, on voit qu'elle est strictement décroissante. Donc ça, il suffit de calculer la dérivée de cette fonction-là par rapport à H étoile, enfin de la composition de ces deux fonctions par rapport à H étoile. On voit qu'elle est strictement décroissante. Et l'autre avantage, c'est qu'elle tend vers moins l'infini quand H étoile tend vers plus l'infini. Donc c'est-à-dire que cette courbe, elle est toujours décroissante et elle tend jusqu'à moins l'infini. D'accord ? De la même manière, si je regarde l'état W étoile, enfin la solution U étoile paramétrée par H étoile, mais admissible par la lambda R onde, je vais avoir une fonction qui est strictement croissante et qui tend vers plus l'infini quand lambda L tend vers plus l'infini. Donc cette courbe-là, elle est strictement croissante et elle va vers plus l'infini. Donc nécessairement, j'ai une intersection si le pied de mes courbes est bien organisé, ce que je veux dire bien organisé, c'est-à-dire que le pied de la courbe qui vient de la gauche est au-dessus du pied de la courbe qui vient à droite. J'ai besoin d'avoir cette organisation du pied de mes courbes. D'accord ? Et ça, c'est quoi ? C'est simplement le pied de mes courbes, je les connais parce que je sais que le pied de ma courbe, c'est une détente, puisque je vais être plus petit, nécessairement des deux côtés, plus petit que mon état HR ou mon état HL. Donc je peux calculer le pied de ma courbe, c'est donné par les invariants de Riemann, donc c'est UR, enfin, du coup, le pied de ma courbe qui vient de la droite, c'est UR moins 2 racines de GHR, et le pied de ma courbe qui vient de la gauche, c'est UL plus 2 racines de GHL. Donc il faut que j'ai cette condition pour que mes courbes soient bien organisées. Mes pieds de mes courbes soient bien organisés. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire en fait que si, physiquement, hein, si vous voulez, ça veut dire que si vous tirez trop fort sur votre eau, en fait, l'eau va descendre tellement que en fait, il va y avoir une zone sèche qui va se créer. Et s'il y a une zone sèche qui se crée, en fait, on perd l'hyperbolicité. Comme on a dit tout à l'heure, les calculs que j'ai faits, ils restent vrais uniquement tant que H est positif, très strictement. Après, rien n'empêche de prolonger la solution. Quand vous avez du vide, en H égale 0, vous pouvez prolonger votre solution en disant que là où H est égal à 0, je choisis U arbitrairement, et par exemple, je choisis U égale à 0 dans ces zones-là. D'accord ? Donc ça vous permet de définir une unique solution au problème, même quand H est égal à 0. Par contre, ce n'est pas écrit dans les équations. C'est quelque chose que vous rajoutez vous-même. Alors, pour complètement finir, en fait, je n'ai pas tout à fait répondu au problème. Là, je sais que j'ai mon état
WL, je sais qu'à droite j'ai mon état WR, maintenant je sais calculer mon état W étoile. D'après mon état W étoile, en fait, la vitesse des chocs, je peux facilement les calculer puisqu'ils sont donnés par la condition de Rankine-Gogno. Donc par exemple, en regardant la première condition de Rankine-Gogno, je sais que mon choc, ça va être HR UR moins HL UL. Non, pardon. HR UR, enfin ici pour un choc à droite, ça va être HR UR moins H étoile U étoile sur HR moins H étoile. HR moins H étoile. Voilà, je vais y arriver. Donc je sais calculer la vitesse de ces chocs facilement une fois que j'ai mon état étoile. Par contre, il y a quelque chose, pour les détentes, je sais que je connais la vitesse du gauche de ma détente, qui est HL moins racine de GHL. Je sais mon état à droite de la détente, U étoile moins racine de H étoile. Enfin, ça peut être plus, hein, les détentes peuvent être à gauche, peuvent être à droite. C'est juste que c'est la valeur propre prise par l'état étoile et la valeur propre prise par l'état gauche ou l'état droite. Par contre, je n'ai pas encore ma solution à l'intérieur du fan. Je n'ai pas encore défini qu'est-ce qui était la solution à l'intérieur du fan, à l'intérieur de la détente. Donc ça, pour ce faire, en fait, comme j'ai supposé que ma fonction est autosimilaire, en fait, ça veut dire que je peux définir ma variable xi qui est t sur h. Donc elle, dans le fan, ça veut dire qu'elle prend les valeurs qui vont de la valeur propre à l'état à gauche jusqu'à la valeur propre à l'état à droite. Donc dans mon exemple, c'était WL et W étoile, mais ça pourrait être à droite. Et je sais que la solution, comme je suis autosimilaire, je sais que la solution le long de ces droites, elle est constante. Donc je sais que xi est égal à lambda le long de ces droites. Et ensuite, je sais que je suis sur une détente, donc je sais que les invariants de Riemann sont conservés dans cette détente, dans la détente, puisque j'ai une solution continue. Donc j'ai xi qui est égal à u moins racine de gh, et j'ai, si je le prends, donc je peux le prendre des deux côtés, mais par exemple le plus facile c'est de dire que ul plus 2 racine de ghl est égal à u de xi, vu comme une fonction de xi, plus 2 racines de h de xi. D'accord ? Donc maintenant j'injecte la valeur de racine de gh de xi dans la deuxième expression, et je vais avoir que ul plus 2 racines de ghl est égal à u de xi plus 2 u de xi moins xi, pardon. Et donc u de xi est égal à cette expression qui est une fonction de ul et de hl que je connais, et de xi qui est en fait ma variable d'espace, si vous voulez, ma variable à l'intérieur du fan, ce qui décrit où je suis dans le fan. Et du coup, ma hauteur d'eau, elle peut directement être déterminée. Donc ça, il suffit de prendre par exemple la première équation. Une fois que j'ai u de xi, j'ai h de xi en fonction de xi. Donc ça me définit mes états à l'intérieur du fan. Voilà. Et je peux faire de même pour une détente qui serait à droite, et j'obtiens ces fonctions-là. Donc vous voyez, comme d'habitude, ça change un plus en moins, essentiellement. Pour Saint-Venant, c'est juste des signes comme ça qui changent en fonction de si on regarde à gauche et à droite. Voilà. Et du coup, là, j'ai fini de calculer l'ensemble de ma solution pour le problème de Riemann. Maintenant, je vais vous donner quelques exemples. Alors, un des exemples le plus connus, c'est le cas du dam break. Donc, c'est une condition initiale où on a à gauche une certaine hauteur d'eau, à droite une certaine hauteur d'eau différente, et des vitesses à gauche et à droite qui sont nulles. On appelle ça le cas du dam break parce qu'il faut imaginer que c'est comme un barrage d'eau qui, à l'instant initial, cède. Donc, on enlève le barrage d'un seul coup et on regarde comment l'eau évolue. D'accord ? Alors, si on fait ça, la solution exacte que je viens de calculer, elle nous donne une solution comme ça. Donc, en haut, alors c'est pas très explicite mes dessins, mais en haut, vous avez la hauteur d'eau. D'accord ? Donc, on voit ici apparaître quelque chose de continu et qui n'est pas constant. Donc, c'est typiquement une détente. D'accord ? Et qui va s'élargir, donc parce qu'il y a la valeur propre à gauche, le haut de la détente qui est la valeur propre déterminée par l'état à gauche, il va plus vite vers la gauche que la même valeur propre déterminée par l'état intermédiaire. Et à droite, vous avez une belle discontinuité comme ça, donc je sais que c'est un choc parce que je suis sur Saint-Venant, mais une discontinuité comme ça, a priori, ça pourrait être aussi ce qu'on appelle, ce qui appelle une discontinuité de contact, sauf que je sais que pour Saint-Venant 1D, il n'y en a pas. Voilà. Et en dessous, là, vous avez la vitesse. Alors non, ça doit être, si c'est W2, ça doit être le débit, ça doit être la fonction h fois u.
Et donc on voit que ça crée une vitesse positive, donc il y a un écoulement qui va globalement vers la droite. Voilà, et alors deux autres solutions qui peuvent être intéressantes, c'est un peu les opposer. Donc c'est-à-dire que vous prenez une hauteur d'eau constante, et vous prenez une vitesse UL qui est négative, donc vous tirez vers la gauche, et vous prenez une condition initiale UR qui est positive, donc vous tirez vers la droite. D'accord? Et ça, c'est le cas où, là, c'est exactement dans le cas où si je tire trop, je ferai apparaître une condition, enfin, je ne respecterai plus ma condition. Donc là, je ne vais pas tirer trop, je vais rester dans mon cas où je vérifie ma condition. Et ce qui se passe, c'est, là, je vois apparaître, donc je vois apparaître une hauteur à gauche, une hauteur au milieu qui est bien plus petite que mes hauteurs à droite et à gauche. Donc si je suis plus petit, c'est des détentes. Je vois apparaître quelque chose de continu, etc. Donc là, je suis vraiment sur un cas avec double détente. OK ? Et inversement, donc une condition initiale avec une hauteur d'eau constante, mais cette fois, le U à gauche est positif et le U à droite est négatif. Donc cette fois, c'est un écoulement qui se rentre dedans, si vous voulez. Un écoulement des vitesses qui se rentrent dedans. Et ça me crée un plateau. Non, c'est pas ça que je voulais. Voilà, ça me crée un plateau au-dessus. Et du coup, avec des discontinuités. Et donc ça, je sais que comme c'est des discontinuités, dans Saint-Venant, les discontinuités, c'est des chocs. Donc là, j'ai deux chocs. Un choc à droite, un choc à gauche. Voilà. Du coup, il y a tous les cas qui peuvent exister dans Saint-Venant. Tous les types d'ondes. Alors, pour aller plus loin, il y a certaines choses que j'ai passées sous silence qui sont importantes, mais je n'ai pas eu le temps d'en parler. Le premier point, c'est que le critère de l'axe, que j'ai dit, donc c'est l'organisation des valeurs propres. Si la valeur propre à gauche est plus petite que la valeur propre, j'ai une détente, sinon c'est un choc. Ça, donc ce qu'on appelle le critère de l'axe, ça c'est fortement lié au fait que au niveau des chocs, on a une dissipation d'entropie. Donc j'ai pas pu en parler, donc vous pouvez aller voir dans les références et expliquer comment ça marche. C'est pas très mystérieux, mais c'est quand même du calcul, quoi. Ensuite, il y a un autre point qui est assez important, c'est l'unicité de la solution forte, pas de l'unicité de la solution faible. Voilà, donc c'est un point qui est assez important. Et donc la justification des zones sèches, comme je vous ai dit, là, quand je tire trop, je vais avoir apparition d'une zone sèche. Donc là, il y a des choses qui sont importantes à aller justifier. Voilà. Il faut quand même aller un peu plus loin que simplement dire qu'on peut prolonger par la solution nulle. Voilà, je vous remercie, c'est fini pour moi.